Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de cette nouvelle saison des EdTech Mondays UMOA. Dans cet épisode, nous mettons en lumière l'inclusion et le rôle déterminant des technologies éducatives pour les personnes en situation de handicap. Car sur notre continent, l'accès à l'éducation reste un défi majeur pour bon nombre d'entre elles. En effet, des enfants, des adultes restent en marge du système éducatif ou même de la société par manque d'infrastructures adaptées, d'enseignants formés et de solutions d'apprentissage personnalisées. Dans ce contexte, les EdTech doivent être conçus pour être inclusive et répondre aux besoins spécifiques de chacun. Dans cet épisode et avec notre panel, nous découvrirons des parcours inspirants et des initiatives qui transforment l'adversité en force. Nous explorerons également des solutions actuelles et futures pour faciliter l'apprentissage des personnes en situation de handicap. Je suis Alexis Lekogo, Naomi Kofi-Kwaku est notre interprète en langue des signes. Vous le voyez, cette émission est entièrement inclusive et voici nos panélistes qui partageront avec nous leur expérience et leurs réflexions. Nous avons Madame Sornaka, diplômée en gestion des ressources humaines, volontaire à l'UNICEF en tant que Usher Officer. Ramatoulaye Diallo, étudiante en licence 1 de sociologie à l'université Jean Jaurès de Toulouse en France, et Monsieur Radimou Rassoul Talla, président de Handicap.sn, une association qui soutient les personnes en situation de handicap à travers la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chers panélistes, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission et j'ai hâte de débuter avec vous cette conversation passionnante. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Monsieur Talla ? Ça va bien. Madame Diallo va nous retrouver dans quelques instants en ligne et pour bien débuter cette conversation, essayons d'abord de comprendre ce que c'est de vivre et d'apprendre en situation de handicap. En 2023, selon une étude de l'UNICEF, le nombre d'enfants vivant en situation de handicap au Sénégal était de 35 000 et cette étude précisait que 60% d'entre eux étaient déscolarisés ou n'apprenaient pas totalement. Des chiffres alarmants qui nous invitent à nous interroger sur cette réalité. Madame Sornaka, vous êtes diplômée et active professionnellement. Avec le recul et malgré les obstacles, comment avez-vous réussi à poursuivre vos études ? Depuis mon enfance, l'accessibilité a toujours été un défi. À l'école, je devais m'asseoir par terre pour écrire. Et c'était pas du tout facile. Parfois, mes camarades de classe m'ont prêté le cahier pour rattraper les cours. Est-ce que, Monsieur Talla, comment votre association Handicap.sn gère-t-elle ce type de situation lorsqu'elles sont signalées ? Parce que Madame Sornaka le disait à l'instant, elle s'est retrouvée à un moment de son parcours assise à même le sol pour apprendre. Si nous avons ce genre de situation, nous allons voir le directeur d'établissement ou bien le proviseur, le chef d'établissement pour le sensibiliser parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des conventions qui encadrent les enfants en situation de handicap. C'est la Convention des droits des personnes handicapées qui a été rectifiée par le Sénégal en 2009. Nous avons aussi la loi d'orientation sociale. Ce sont des textes réglementés qui obligent les chefs d'établissement à prendre en compte l'enfant en situation de handicap. Donc, raison pour laquelle nous allons au niveau de ces chefs d'établissement, les sensibiliser, qu'ils puissent aménager ces genres de situations pour que l'élève ou bien l'étudiant puisse faire ses cours correctement. Est-ce que cette situation s'est prolongée lors de votre parcours ou s'est-elle améliorée ? Non, pas du tout. Parce que durant tout mon cursus scolaire, je me suis par terre pour effectuer mes évaluations. Recueillons maintenant un autre témoignage, celui de Madame Ramatoulaye Diallo, qui est en ligne avec nous. C'est une personne vivant avec un handicap visuel. Avec détermination, elle a réussi à poursuivre ses études, à obtenir une bourse et à s'envoler pour la France, où elle est maintenant étudiante en licence 1 de sociologie. Madame Diallo, pouvez-vous revenir avec nous sur votre parcours et sur les défis que vous avez dû surmonter pour poursuivre vos études ? Voici mon parcours.
Jusqu'à mes 12 ans, j'estimais que je voyais bien. Et après, on m'a annoncé que j'étais myope. Je faisais la classe de CM2. Après, voilà, j'ai grandi avec. Après, jusqu'à mes 16 ans, lorsque je devais faire le BFM, subitement, j'ai eu le décollement de la rétine. Alors, à partir de ce moment, je ne voyais plus rien. Après, je suis partie ils m'ont transférée en Tunisie. Je suis restée 4 ans là-bas et j'ai subi 4 interventions. Voilà. Et après, je suis revenue au Sénégal. C'est après qu'on m'a parlé de l'INEFJA parce que je ne pouvais plus continuer mes études comme avant. Donc, ils m'ont parlé de l'INEFJA, qui signifie Institut national de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles, qui se trouve à Thiès. Je tiens à préciser qu'entre le Sénégal et la Tunisie, je suis restée 4 ans sans étudier. Après avoir intégré cette école qui est l'INEFJA, j'ai découvert une nouvelle manière d'apprendre. Les défis que j'ai eu à surmonter, c'est en tant que malvoyante, c'est d'abord d'apprendre le braille parce qu'avant, je ne connaissais pas le braille, j'écrivais sur papier. Donc, du coup, c'était un grand défi pour moi d'apprendre le braille et de me familiariser avec cette nouvelle écriture. J'ai appris le braille en 3 mois et pour le maîtriser, il faut 1 an. Ensuite, j'ai été intégrée dans les écoles classiques pour continuer mes études tout en utilisant le braille. Voici donc des témoignages poignants qui nous montrent les difficultés d'apprentissage des personnes vivant avec un handicap. Et lorsqu'on s'intéresse à l'handicap visuel, selon l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique subsaharienne, il y a au moins 26 millions de personnes qui sont concernées. 6 millions de personnes sont concernées par la cécité totale. Au Sénégal, on en dénombre à 700 000 et des milliers d'enfants en âge d'être scolarisés. On salue bien sûr l'INEFJA qui a fêté le mois de février dernier ses 42 ans et qui soutient les personnes en situation de handicap visuel. Maintenant, mesdames, dites-nous concrètement à quel moment la technologie a joué un rôle crucial dans votre apprentissage pour vous permettre d'évoluer, d'avancer, de saisir de nouvelles opportunités dans votre vie. Quels sont ces outils et solutions technologiques qui vous ont concrètement aidé? Lorsque j'ai eu mon premier smartphone, il était un outil. Il est devenu un outil indispensable. Je prenais des notes grâce à cet outil. Je photographiais les cours. J'enregistrais les explications des professeurs. Et je me dis que la technologie est un véritable outil d'inclusion. Et qu'en est-il de votre situation, Madame Diallo? En ce qui concerne les outils technologiques, j'ai d'abord commencé avec mon téléphone portable à l'aide de la synthèse vocale qui me permettait d'utiliser mon téléphone. En ce qui concerne les ordinateurs, j'ai vraiment commencé à l'utiliser une fois à l'université parce que c'est indispensable et surtout avec l'aide de la synthèse vocale. Il existe d'autres applications qui nous aident au quotidien, comme par exemple Seeing Eye. C'est une application qui nous permet de lire des textes en format papier et aussi nous distingue les couleurs et les biais aussi. Donc, c'est une application qui nous aide dans la vie de tous les jours. Merci, Madame Diallo. Et Madame K, aujourd'hui, dans votre activité professionnelle, quels sont ces outils qui vous aident au quotidien? En fait, j'utilise différents outils par rapport à mon travail effectué mes tâches. J'utilise par exemple le clavier à l'écran qui me permet de saisir du coup que je n'arrive pas à lever les nez pour taper sur le clavier classique. Je suis obligée d'utiliser le clavier à l'écran. J'utilise aussi un autre dispositif qui se nomme TubATracker qui me permet de naviguer et d'écrire
sans utiliser mes mains à travers les mouvements de mes yeux. Voilà. Et j'utilise aussi la synthèse vocale pour écouter les textes. Mais je me sens plus à l'aise sur mon téléphone à cause de mon infirmité motrice. Je bouge beaucoup. Je me sens plus à l'aise à l'écran tactile. Ça me facilite, ça me facilite le travail. J'envoie des mails à partir de mon téléphone. C'est intéressant d'avoir un aperçu des technologies inclusives venant en aide aux personnes vivant avec un handicap. Et avec votre permission, passons maintenant aux actions des associations venant en aide aux personnes vivant avec un handicap. Handicap.sn célèbre cette année ses 18 ans. Au cœur de l'action, président Tala, on vous surnomme l'infatigable parce que vous êtes sur tous les fronts, inclusion, éducation, entrepreneuriat, coopération régionale et internationale. Mais concrètement, comment accompagnez-vous ces personnes dans leur parcours scolaire et professionnel? Nous avons une stratégie qui s'appelle AFI, c'est l'accompagnement dans sa globalité, l'accompagnement au niveau des parents, l'accompagnement au niveau des institutions étatiques et publiques, c'est la A. Le F, c'est la formation continue, formation initiale. Et le I, c'est l'insertion. Moi, je dis que Dieu a créé l'outil informatique pour accompagner les personnes handicapées. Aujourd'hui, on parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Madame K a dit tout à l'heure de plusieurs outils qu'il utilise maintenant. Je suis en train récemment, on est en train de faire des études pour voir l'IA et le handicap. L'intelligence artificielle et le handicap. Souvent, je disais à mes collègues que la plupart des meetings vont disparaître d'ici 5 ans. Parce que maintenant, tout est automatisé. Ce qui fait que nous, on fait partie sur des plateformes Handicap Europe. Et aussi dans le cadre du projet accompagné par l'AFD, l'Agence française de développement, c'est le projet Emploi Handicap. Et c'est financé par l'Humanité Inclusion, c'est Handicap International. Mesdames, avant cette émission, est-ce que vous connaissiez Handicap.sn et quel regard portez-vous sur ces actions? Oui, je connaissais Handicap.sn parce que je connais pas mal de personnes qui se sont intégrées à cette association et ils étaient insérés professionnellement. Et je dis que Handicap.sn fait un excellent travail en aidant les personnes en situation de handicap à s'insérer professionnellement. Et Madame Diallo, quelle lecture faites-vous de ces initiatives? Je pense que c'est une bonne initiative parce qu'en tant qu'handicapé visuel, on a besoin d'être représenté, accompagné et surtout d'être assisté. Oui, c'est indéniablement des actions louables, mais qui se heurtent parfois à certains revers. Monsieur Talla, comment lever les barrières pour faciliter l'inclusion éducative aux personnes en situation de handicap, mais ayant une vision régionale, vous qui travaillez avec plusieurs organisations internationales et régionales? Il faut, parce que les technologies de l'information et de la communication, les outils adaptés aux personnes handicapées coûtent extrêmement cher. Au Sénégal aussi, on a, et partout dans beaucoup de pays, même dans les sous-régions, quand vous allez dans d'autres régions, nous avons des problèmes de connectivité. Avant de parler, je dis souvent, avant de parler de la digitalisation, avant de parler du numérique, il faut parler d'abord de la connectivité. Et le coût de l'Internet, parfois, ce n'est pas accessible à tout le monde. Parce que nous sommes des personnes handicapées, premièrement. Deuxièmement, nous sommes dans une situation de vulnérabilité. Donc, il faut qu'on trouve des politiques alternatives qui permettent à l'accessibilité. Souvent, on dit qu'il faut une connectivité pour tous. Donc, nous, c'est de voir comment faire pour les personnes en situation de handicap qui sont soit dans des régions les plus reculées du Sénégal, ou bien qui sont dans les pays, dans l'espace UEMOA, etc., qu'ils puissent avoir l'accès à la connectivité d'abord. C'est ça le premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'il faut que les outils soient adaptés. Deuxièmement. Troisièmement aussi, il faut que l'État subventionne les applications et les logiciels. Les handicapés visuels utilisent des logiciels qui coûtent extrêmement cher. Et ce n'est pas pour ne pas acquis, mais souvent, certains utilisent des logiciels craqués. On va essayer de se référer aux 18 ans de lutte
en faveur des personnes en situation de handicap au Sénégal, faite par handicap.sn. Si on prend ces 18 années passées, avez-vous, chers panélistes, vu une évolution dans les politiques visant à améliorer vos conditions de vie et d'apprentissage également? Effectivement, parce que il y a beaucoup d'ONG maintenant qui ont des projets et programmes sur l'éducation inclusive, sur l'éducation spécialisée. Il y a aussi des réménagements des postes de travail. Parce que souvent les gens oublient le cas de Madame K, c'est qu'il n'y a pas un réménagement de poste de travail. Souvent, je donne un cas des sensibilisations sur l'inclusion sociale, des modules de formation. Les gens pensent que le réménagement du poste de travail ou bien le réménagement coûte cher. Or que ce sont des petites astuces que les gens font. Souvent, je dis un exemple, il y a une fois pose en situation de handicap. Elle est de petite taille. Pour qu'elle puisse faire son travail correctement, il faut allonger la chaise. La personne, elle est en face. Il faut des installations Il faut des adaptées. installations adaptées. Et ça ne coûte pas cher. Et souvent, les gens disent, quand vous voulez des handicaps, ils pensent au fauteuil roulant. Or qu'il y a une diversité de handicaps. Justement, avant cette émission, vous parliez des handicaps invisibles. De quoi s'agit-il concrètement? Si je parle d'handicaps invisibles, ce sont des handicaps invalidants. Ce sont les handicaps, ce sont les personnes qui ont un handicap, des maladies chroniques, des troubles psychiques. Voilà. Suite à cet état des lieux, explorons ensemble de nouvelles perspectives. Imaginons l'avenir. Quelles seraient, selon vous, les innovations et tech qui pourraient grandement faciliter l'apprentissage des personnes vivant avec un handicap? On va écouter tout de suite Madame Rama qui souhaite intervenir. J'aimerais dire à ces concepteurs, à chaque fois qu'ils créent des nouvelles applications, de penser à nous pour nous faciliter l'accessibilité à ces nouveaux outils technologiques. Maintenant, quand on imagine l'avenir, quelles seraient les solutions EdTech ou d'autres solutions numériques qui pourraient grandement faciliter leur quotidien et aussi pour les personnes en situation de handicap moteur? Il faut des solutions innovantes. Il faut des applications, comme l'a dit, des logiciels avec, comme j'ai dit avant dans mes propos. Je pense qu'actuellement, les personnes en situation de handicap peuvent applaudir parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Récemment, on a vu avec Awa, quand vous avez vu, avec au Sénégal, il y a des jeunes. Oui, Awa, cette intelligence artificielle faite par des Sénégalais pour des Sénégalais. Pour les Sénégalais, qui permettent de transcrire le besoin et de le transmettre. Donc, dans ce cas, Madame K n'aura pas besoin d'écrire, d'avoir un clavier à l'écran. Parce que tout c'est question d'innovation. Il y a ce qu'on appelle la synthèse vocale. Il y a aussi des applications qui permettent, même, je dis souvent, il y a récemment, il n'y a même pas 1 an, 2 ans, il y a les Face ID en Europe. Quand vous voulez aller aux toilettes, vous allez dans certaines toilettes, vous fixez les pieds, l'eau se coule. Donc, il faut cette innovation-là qu'on puisse l'impliquer dans nos pays africains, particulièrement au Sénégal. Madame K, si vous deviez parler à ces concepteurs droit dans les yeux, que leur diriez-vous? Par exemple, de créer des outils à partir du téléphone. Parce que le téléphone est plus accessible en fait, par rapport à l'ordinateur. Par exemple, moi, je me sens plus à l'aise sur mon téléphone que sur l'ordinateur. Par exemple, de créer des outils qui convertissent des textes en paroles ou bien en aidant les personnes qui ont des difficultés motrices à faciliter leur déplacement. Revenons au cas des infrastructures. On a parlé de motricité aux infrastructures, aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur dits classiques. Aujourd'hui, comment les inciter à prendre réellement en compte l'inclusion éducative ou faut-il créer plus de centres d'éducation spécialisés? À votre avis? Actuellement, on parle à l'ère de l'éducation inclusive. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'éducation spécialisée. À certains moments, souvent, les gens font cette confusion. Il faut l'éducation spécialisée, il faut la maintenir. Il faut à côté
promouvoir l'éducation inclusive. Au Sénégal, nous avons pas mal d'initiatives, des phases pilotes avec Humanité Inclusion, Handicap International, avec Side Savers, avec pas mal d'ONG, pour ne pas faire la publicité, qui s'investissent sur l'éducation inclusive. Parce que moi, je peux dire, pendant des années, je suis resté en discrimination parce que j'étais dans un centre spécialisé, dans une école spécialisée. Mais à certain moment, tu es obligé d'être avec d'autres personnes, ce qu'on appelle l'inclusion. Donc, c'est l'éducation inclusive. Pour faire la promotion, il faut d'abord, il y a un process. Le process, c'est, il faut d'abord former nos enseignants. Parce que au Sénégal, quand vous prenez sur 100 maîtres ou bien enseignants, vous trouvez que 5 qui peuvent faire l'intégration en langue. Il faut que nos États, qu'ils soient au Sénégal, qu'ils soient en Afrique et partout, qu'ils investissent sur les personnes en handicap, sur la formation, sur l'éducation, la formation, aussi sur les... souvent, quand vous êtes dans un salarié, il faut que votre cadre professionnel soit adapté. Là, vous vous adressez au pouvoir public et c'est justement le thème de la question suivante. Mais cette fois, je vais l'adresser à Madame K. Si vous deviez dire quelque chose à ces pouvoirs publics pour changer la situation des personnes vivant avec un handicap, particulièrement pour celles qui sont scolarisées, que leur diriez-vous? Je leur dirais que de renforcer les politiques d'accessibilité, investir plus sur l'éducation inclusive. Parce que je me dis que l'accessibilité n'est pas un privilège, c'est un droit. Et aussi, la technologie peut être un puissant outil d'inclusion, mais elle doit être pensée pour tous. Et aussi, j'encourage les personnes en situation de handicap à croire à leurs capacités et à se former sur les outils numériques. Parce qu'investir dans la technologie, c'est bâtir un avenir plus inclusif et plus juste pour tous. Bâtir. Et en plus, les outils numériques permettent une meilleure participation à la société, dans la société et citoyenne. Investir pour bâtir un avenir plus inclusif et plus juste pour tous. Et justement, Madame Diallo a un message à faire passer au gouvernement dans ce sens. Le message que je voudrais faire passer au gouvernement de l'UEMOA et l'État, c'est d'abord de leur dire qu'on est au XXIe siècle et les personnes non-voyantes font des résultats vraiment exceptionnels et remarquables, que ça soit dans l'éducation et dans la formation professionnelle. Alors, avec ces jeunes qui ne ménagent aucun effort pour réussir, je me dis que la meilleure des choses, c'est de les accompagner, de faire en sorte que ces jeunes puissent avoir à leur disposition tous les moyens qui vont leur permettre de réussir et surtout de les accompagner. Suite à cette intervention, nous retenons que l'accompagnement est important, mais le financement est crucial. Encore merci à tous d'avoir partagé vos expériences respectives avec nous. Nous avons exploré des points essentiels qui permettront, nous l'espérons, d'améliorer les conditions de vie de personnes vivant avec un handicap en matière d'éducation, d'insertion professionnelle et de perspectives aussi d'avenir plus meilleure et plus inclusive. Mais comme il est de coutume dans cette émission, avant de nous quitter, le mot de la fin pour chacun d'entre vous. On commence avec Madame K. C'est avec un plaisir que j'ai pu participer à l'émission. Et je dis que les personnes handicapées font partie de la société. Ils ont droit à l'éducation, à la formation et à l'insertion professionnelle. C'est un plaisir de participer à cette émission en espérant que les États de l'UEMOA prendront en compte nos recommandations. Le handicap n'est pas un obstacle, mais c'est une contribution à la société. Écoutons maintenant Madame Rama. Pour les personnes qui sont dans la même situation que moi, sachez que vous n'avez rien perdu. Tout est possible. Vous pouvez voyager, réaliser vos rêves, faire les études que vous voulez et
réussir dans tout ce que vous allez entreprendre et sachez que tout est possible. Il faut juste y croire et tout est possible et vous pouvez le faire. Et c'est avec ces paroles d'espoir que s'achève cette émission. Encore merci à tous pour votre participation. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des EdTech Monday UMOA.